Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, voilà, bonjour, si on appuie sur le bouton, ça va aider. Alors, d'emblée, vous allez nous présenter votre chronique Un jour notre histoire, parce qu'on a dû modifier un petit peu le courant de cette heure d'actualité pour donner la parole dans la seconde partie de cette heure à nos invités. Mais alors, vous allez nous parler de ce qui s'appelle l'opération Diamant. Alors, expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, on a l'habitude, quand on nous parle du Mossad et de ses opérations, j'ai envie de dire, il y a deux grosses opérations qui nous montent, qui nous viennent au cerveau, ouais, voilà, l'idée, n'importe quoi, qui nous montent au cerveau, mais bon, c'est pas grave. Et donc, les opérations, j'ai envie de dire, c'est la capture peut-être d'Eichmann à Buenos Aires et peut-être dernièrement à Dubaï. Enfin, c'est les deux, on va dire, les deux dernières. L'opération d'Eichmann, on en a tellement parlé qu'on ne l'oublie pas. Et les vedettes de Cherbourg alors. Et les vedettes de Cherbourg. Mais voilà, écoutez cette histoire qui est quand même assez extraordinaire. Alors à la fin des années 50, en 1959, les soviétiques commencent à produire l'avion qui est considéré comme l'avion le plus perfectionné de l'époque. C'est le MiG-21. C'est donc un avion de combat soviétique et la CIA et le Mossad sont très intéressés de savoir quelles sont les composantes de cet avion et surtout à apprendre à se battre contre cet avion. En 1963, le Mossad commence à trouver un moyen d'essayer de faire ramener. Alors, il faut ramener un avion. Étant donné que c'est un avion et que ce n'est pas, disons, une petite puce électronique, pour ramener cet avion, il faut réussir à convaincre un pilote arabe d'un pays arabe. En l'occurrence, c'est l'Égypte, la Syrie et l'Irak qui ont reçu des avions. Essayer de les convaincre pour leur permettre en fait de venir se poser en Israël. On essaye, le Mossad, il y a un agent du Mossad qui s'appelle Jean Thomas qui en Égypte essaye de trouver un pilote. Ils ne réussissent pas, non seulement ça, mais Thomas et deux des autres personnes du Mossad qui étaient dans cette opération sont pendus. Donc c'est quand même, ça commence mal. Et puis en 1964, on a un juif irakien qui s'appelle Youssef, qui va contacter les services israéliens à Téhéran. On rappelle qu'à l'époque, Israël et l'Iran avaient de très belles relations diplomatiques. Et il va leur dire qu'il a travaillé depuis tout petit dans une famille chrétienne maronite, que sa petite copine, son amie, elle était mariée à un pilote irakien du nom de Mounir Redfa, et que Redfa, étant donné qu'il était chrétien maronite, le fait qu'il soit chrétien l'empêchait d'avoir des promotions dans l'armée, et il avait été profondément bouleversé par l'ordre d'attaquer des Kurdes irakiens, et Youssouf avait compris avec toutes ces conversations que Redfa était prêt à quitter l'Irak. Alors une femme agent du Mossad va se lier d'amitié avec Redfa. Il lui raconte en fait tout ce qu'il vit, les difficultés qu'il rencontre à l'armée. D'abord, on l'a éloigné de sa famille de Bagdad. Il n'a pas la confiance de ses commandants, il n'a pas le droit de voler avec des réservoirs pleins, puis tout ça parce qu'il est chrétien. Et il raconte qu'il est quand même assez admiratif des Israéliens, puisqu'il dit voilà, ils sont tellement peu contre tant de musulmans, et c'est à ce moment-là qu'on le convainc de rencontrer des agents israéliens en Europe. Il va donc les rencontrer, on lui offre $1 million, la citoyenneté israélienne et un emploi à plein temps. Redfa, lui, va demander plus de conditions. Il va dire qu'il veut que toute sa famille, ses parents directs, qu'on les aide à quitter l'Irak aussi. On s'entend donc sur le package qui va permettre à Redfa d'emmener cet avion. Il va ensuite se rendre en Israël. Il va visiter l'aérodrome qu'il va utiliser pour poser l'avion. Il va aussi rencontrer le commandant de l'armée de l'air israélienne, Moti Hod, le célèbre... C'est le Moti Hod qui était le commandant en 1967, au moment de la guerre des ciseaux. Ils vont discuter du futur plein de vol. Et puis, le 16 août 1966, c'est-à-dire à la date d'aujourd'hui, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai fait un petit peu de suspense, mais vous n'avez pas compris, mais c'est pas grave. Le 16 août, il s'envole. Au même moment, un peu plus tôt, de nombreux agents du Mossad sont envoyés en Irak, aident au transfert de Betty. Ils vont donc arriver à Paris. Maintenant, c'est censé être des vacances d'été, on est au mois d'août. Redfa ne lui a pas prévenu de ce qu'il va se passer. Et donc, quand elle arrive à Paris et qu'on lui apporte son nouveau passeport israélien, elle pique une
grosse crise de nerfs. Elle dit mais qu'est-ce que c'est que ça? Je vais aller voir à l'ambassade d'Irak, il faut la calmer. Alors qu'au même moment, eh bien, son mari est dans les airs en train d'arriver vers Israël. Enfin, eh bien, Redfa va survoler le nord de la Jordanie et va bien traverser le nord de la Jordanie et va arriver en Israël. Il faut dire qu'au moment où il passe, qu'il survole le nord de la Jordanie, il y a un radar qui le repère. Tout de suite, les Jordaniens contactent la Syrie en disant voilà, on a un avion de l'armée de l'air syrienne qui survole le nord de la Jordanie. Le Syrien dit non, mais il est en mission d'entraînement, tout va bien. Et enfin, l'avion de Redfa atteint Israël. Il est accueilli par 2 avions d'assaut Mirage 3. À l'époque, on était encore en fabrication française, qui vont l'escorter jusqu'à son atterrissage à Hatzor. Et lors d'une conférence de presse, Redfa racontera qu'il avait posé l'avion sur la dernière goutte de carburant. Alors juste après avoir réussi à récupérer cet avion, on va le renommer, ce MiG 21, on va le renommer 007 pour refléter la manière dont il était arrivé. Et ensuite, pendant des mois, cet avion va être utilisé par l'armée de l'air israélienne pour apprendre aux pilotes israéliens toutes ses forces et ses faiblesses. Et aussi, il a volé énormément contre des chasseurs de l'armée de l'air israélien pour que les pilotes israéliens s'habituent à faire face à l'avion. Plus que ça, le directeur de la CIA, de la CIA, utilise, aussi, les Américains vont aussi profiter. Les Américains sont intéressés. Voilà. Et au moment pendant le 7 avril 1967, on a des combats aériens sur le plateau du Golan et l'aviation israélienne va réussir à abattre 6 MiG-21 syriens sans perdre aucun de ses mirages. Et c'est à ce moment-là que le directeur de la CIA, Richard Helms, va déclarer que Israël a prouvé qu'elle a fait bon usage de l'avion. Voilà. Et puis alors on peut dire que cet avion, ce transfert a considérablement amélioré les performances des pilotes israéliens et ça leur a permis d'être beaucoup plus efficaces et performants pendant la guerre. Et c'est pas seulement ça, parce qu'un peu plus tard, en janvier 68, Israël va prêter ce fameux MiG aux États-Unis qui vont permettre de l'évaluer et grâce à ce transfert, on va avoir un changement, et ce changement, ça va être la possibilité pour les Israéliens d'acquérir les F-4 Phantom. C'est donc ces avions militaires américains qu'au départ les Américains ne voulaient pas vendre à Israël, et grâce à cet exploit du Mossad, les Américains ont accepté. Alors on a bien compris. Qu'est-il advenu de Redfa, du pilote? Mona Redfa, donc il est resté, il a habité donc en Israël ainsi que toute sa famille, et puis ils ont continué à vivre ici. J'imagine, il a vécu donc dans les milieux chrétiens, milieu chrétien maronite en Israël. Ce serait intéressant de voir où est-il, s'il est peut-être encore vivant. Est-ce que c'est possible qu'il soit vivant? Il avait quel âge à l'époque? C'est possible. Non, il est décédé en 1998. Voilà. Il est décédé en 1998 et il a aussi travaillé en Israël comme pilote, cette fois-ci pour vous savez, ces petits avions qui nous emmenaient dans le Sinaï à l'époque, etc. Eh bien, merci beaucoup, Eliana, pour cette chronique Un jour, notre histoire. Et je veux juste terminer par dire, excusez-moi, qu'au musée de l'air israélien, on peut encore aujourd'hui voir ce 007. Merci. Voilà, nous allons tout de suite passer à la revue de la presse et des médias israéliens. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.